Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur RTI 1 ce dimanche 29 octobre. Dîner gala de la Fondation Servir hier samedi, une occasion pour la présidente de Servir d'appeler à la gratuité des soins chez les tout-petits atteints d'insuffisance rénale. Les opportunités d'affaires sont évaluées à 9 milliards de francs CFA dans le domaine de la construction. Elles ont été présentées aux membres de la Chambre de commerce française en Côte d'Ivoire. Dans 4 jours, le barrage de Soubré va être inauguré. Il a permis la création d'environ 5000 emplois. Plusieurs nationalités, dont des jeunes Ivoiriens, ont associé leur nom à la construction du prestigieux édifice. La campagne principale du cacao 2017-2018 est ouverte depuis le 1er octobre. Une tournée de sensibilisation a sillonné à Boisseau et à Bangourou pour contenir d'éventuelles fuites du cacao. Bienvenue dans ce 20h. Lutter contre l'insuffisance rénale, notamment pour la prise en charge du traitement chez les tout-petits, c'est une des causes qui tient à cœur à la présidente de la Fondation Servir. Le 3e dîner gala annuel de la Fondation a eu lieu hier samedi. Alexis Ouedraogo. 13e édition du dîner gala de Servir, l'édition de la maturité. Soirée colorée et rythmée en faveur des malades de l'insuffisance rénale. En Côte d'Ivoire, ils sont quelques 5000 en attente d'une greffe du rein. Pour la présidente de Servir, Henriette Conan-Bédier, la réalisation du centre d'hémodialyse est en forte progression. Les maladies de rein ont atteint la cote d'alerte en Côte d'Ivoire. Ce tableau inquiétant est d'autant plus sombre que cette pathologie est devenue pédiatrique car atteint de plus en plus nos petits-enfants. Si le coût du traitement des adultes est subventionné par le gouvernement ivoirien, force est de constater que ce n'est pas encore le cas pour les tout-petits. Je voudrais donc, du haut de cette tribune, attirer l'attention du gouvernement sur cette triste situation en vue de faciliter la prise en charge de ces enfants dont le destin est tragiquement frappé par ce tueur silencieux. L'occasion pour l'épouse du président Henri Conan-Bédier de saluer son époux, fidèle soutien de tous les combats. Je suis sa biche royale. Et lui, il est mon baobab. C'est en musique, avec des pas de danse bien enlevés, que la cérémonie a pris fin. Quel est l'état des lieux dans le domaine de la construction en Côte d'Ivoire? C'est à cette question qu'a répondu face à la presse et aux acteurs du secteur le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme. Il a aussi présenté aux membres de la Chambre de commerce française en Côte d'Ivoire les opportunités d'affaires qu'offre le secteur. Elles s'élèvent à 9 000 milliards de francs CFA. Chantal Akandan. Le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme sonne la mobilisation des différents acteurs de développement du secteur. Au cours d'un déjeuner-débat, il présente les opportunités d'investissement de plus d'une quarantaine de projets, dont la valeur est estimée à près de 9 000 milliards de francs CFA. Des projets prioritaires de construction dans les secteurs de l'éducation, de la santé et de l'énergie. Il s'agit aussi des grands chantiers de logement pour la population, entre autres. On a beaucoup d'acteurs qui sont des entrepreneurs, dans le domaine du BTP, dans le domaine aussi du logement. Nous avons aussi des fournisseurs de matériel, mais aussi des citoyens tout court. J'ai senti des personnes voulant accompagner l'État. Donc pour nous maintenant, c'est de mobiliser. Mobiliser les acteurs, passer les messages, agir de façon concrète et pratique sur le terrain. La Chambre de commerce française est à l'initiative de cette rencontre. Elle a salué la nouvelle vision de l'État ivoirien. Et toutes les questions qui ont été posées, qui étaient des questions bien souvent de citoyenneté, toutes simples, que nous vivons tous les jours en tant que résidents à Abidjan et en Côte d'Ivoire, elles ont toutes trouvé des réponses. Son exposé a été clair, des objectifs bien faits,
bien éclaircies, bien indiquées. Et après, comme on dit toujours, son ministère sera jugé à l'aune de ses réalisations. Le ministre nous a fortement rassurés. Il avait un discours très rassurant avec des objectifs très très prometteurs. Donc je pense que ses ambitions sont très grandes, très importantes. Et nous avons confiance parce qu'il a vraiment la volonté et l'envie de changer les choses. Notons que ce déjeuner-débat fait suite à la récente conférence de presse prononcée par le ministre Claude Isaac Dey, au cours de laquelle il a annoncé des réformes pour rendre le secteur plus dynamique. Une série de rencontres et d'échanges sont prévues pour présenter les opportunités d'affaires aux opérateurs économiques. Le barrage de Soubré, ville du sud-ouest de la Côte d'Ivoire, va être inauguré le 2 novembre prochain. Il aura permis la création d'environ 5000 emplois, dont une centaine d'emplois directs. Plusieurs nationalités, dont des jeunes Ivoiriens, ont associé leur nom à la construction de ce prestigieux édifice. Coup de projecteur sur 3 Ivoiriens qui ont contribué à la réussite de l'ouvrage. Jean-Luc Bangbo. Site provisoire du projet de construction du barrage de Soubré à 3 km du centre-ville. Ce matin, petit briefing entre Maxime, le chef de mission, et 3 de ses collaborateurs. Tu te souviens, dans cette zone-là, il y a eu des agressions, ça a été un peu difficile. Maxime, 37 ans, est la cheville ouvrière du projet de construction du barrage de Soubré depuis la pose de la première pierre en 2013. Il en a vécu toutes les étapes. Ça n'a pas été évident. Vous savez, la maîtrise de la gestion des populations, la contrainte, je dirais, technique sur le terrain, l'évolution, l'environnement. Malgré tous ces blocages, malgré toutes ces difficultés, on a toujours su se mettre au devant avec l'appui de l'État pour que cette œuvre-là devienne réalité aujourd'hui. Ingénieur des travaux publics formé à l'Institut Polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, Maxime a déjà travaillé sur les barrages de Bio et Ayamé. Mais Soubré reste incontestablement son plus grand projet. Un challenge qu'il mène avec son équipe d'une quinzaine de personnes. À l'issue de ce transfert de compétences réussi, à travers cet ouvrage réalisé, on peut confirmer que la Côte d'Ivoire dispose d'ingénieurs bien compétents qui sont capables d'assurer la supervision d'un tel ouvrage en tant que tel. Chaque spécialité ici, selon ses compétences, dans son corps de métier, fait tout pour que tout blocage, toute contrainte puisse être levée assez rapidement pour que le chantier avance. Une sorte de Dream Team que Niel Nagnon a intégré en 2015. Formée elle aussi à l'Institut Polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, Koulibaly Niel Nagnon est l'une des rares femmes à travailler sur le projet du barrage de Soubré. Je suis chargée de superviser tout ce qui est travaux d'évacuation d'énergie. Entendre par évacuation d'énergie, c'est-à-dire tout ce qui est ligne et poste liés au projet Soubré. On prouve encore une fois que la technique et les femmes, c'est compatible. Et je suis vraiment à l'aise dans ce domaine dans lequel je suis sortie technicienne de formation ingénieur. Vu la formation de base, tout s'est bien passé avec l'équipe qui était en charge des travaux. Et voilà, aujourd'hui, ça donne le résultat qu'on a. Chaque jour qu'elle passe sur ce projet est pour cet ingénieur spécialisé en ligne et poste un motif de fierté. Ce projet d'envergure, vu la capacité que ça apporte et vu les ouvrages que ça a nécessité pour la construction, je pense que c'est une très belle expérience pour ma carrière. Je suis très fière en tant que femme d'avoir supervisé ces travaux. Fierté et reconnaissance, ces mêmes sentiments sont partagés par Alphonse Quadio, employé de la société chinoise Sino Hydro, l'exécutant des travaux de construction du barrage de Soubré. Au début, ce n'était pas facile parce qu'il y avait un problème de langue. Ils parlaient le chinois, bon, quelques-uns parlaient un peu l'anglais. Vraiment, je peux dire que je suis chanceux parce que beaucoup sont venus avec des dossiers, ils n'ont pas été appelés. Travailler sur un grand projet, ce n'est pas du tout facile. Mais avec le courage, on a pu faire quelque chose. Un jour, je dirais à mes enfants, j'ai participé à la construction du barrage de Soubré. Alphonse est assistant topographe. Diplômé en informatique, il a été formé au métier de topographe par son employeur. Il travaille sur le projet depuis 2013. La connaissance, en tout cas, je l'ai eue ici. Vous voyez là, je vais prendre le niveau au niveau de la route. Les 16 ans d'appareil, c'est très rare de voir ça à l'école. Mais ici, on a à peu près tout ce qui peut permettre à un topographe d'être vraiment
un grand topographe, nous avons ça ici. La société chinoise a formé quelques 34 supérieurs ivoiriens et près de 1000 autres diplômés aux différentes compétences adaptées à la construction du barrage. Comme Alphonse, Niel Nagnon et Maxime, ce sont 2500 jeunes ivoiriens qui ont travaillé sur le projet du barrage de Soubré. Un travail accompli en bonne intelligence avec le partenaire chinois, ce qui a valu au projet d'être largement en avance sur ses délais de réalisation. L'ouvrage devait être livré en 56 mois, il a été en 48 mois. La campagne principale du cacao 2017-2018 s'est ouverte depuis le 1er octobre. La direction en charge de la commercialisation interne a entrepris une tournée de sensibilisation à Aboissau et à Abangourou afin de contenir d'éventuelles fuites du cacao. Le prix Borchamp étant fixé à 700 francs contre 1100 francs en 2016. Noël Niagno. Aboissau, la capitale de la région du Sud Komoué. Abangourou, chef-lieu de la région de l'Indénié-Guablin. Deux capitales régionales stratégiques pour la lutte contre une éventuelle fuite du cacao ivoirien pour raison de différentiel des prix pratiqués en Côte d'Ivoire et au Ghana. Le prix Borchamp que nous avons fixé chez nous, qui est à 700 francs CFA, est en décalage avec le prix qui a été fixé dans le pays voisin qu'est le Ghana. Comme on le voit, le différentiel incite au trafic, surtout que la nature est un facteur incitateur. Moi, ma plantation est à Camp et ma plantation touche la frontière. Il faut donc sensibiliser les producteurs contre cet état de fait préjudiciable à l'économie ivoirienne. Le cacao pèse 10% du produit intérieur brut, 40% des recettes d'exportation et la Côte d'Ivoire offre à elle seule 40% au marché mondial. Sur 2 jours, Nguessan Kwasi Bernard, directeur général adjoint en charge de la commercialisation interne du café cacao, et ses collaborateurs ont décabossé tout l'environnement de la commercialisation interne. Échangé des heures durant, à chaque étape, avec les producteurs, les dirigeants de coopératives, le corps préfectoral d'Aboissau d'abord, puis d'Abangourou ensuite, pour s'accorder sur les mesures à arrêter, les stratégies à mettre en place et les engagements à prendre pour contenir le flot qui ternit l'image de marque de ces capitales régionales. Et pourtant, l'année dernière, lors de la petite campagne, nous avons intercepté un camion dont les propriétaires, après enquête, nous ont révélé qu'il venait de Divo. C'est-à-dire que d'autres zones de production traversent même Abidjan et reviennent vers l'est ici, qui a des frontières un peu plus poreuses. S'agissant des mesures prises, il a été décidé de l'interdiction de la remontée des produits d'ici au 31 décembre prochain et la fermeture des magasins des zones frontalières. Les magasins doivent être fermés pour éviter que les trafiquants stockent leurs productions et les font partir par petites doses. Au niveau de la délégation régionale du Conseil du café cacao, nous avons pris une note pour interdire la remontée du cacao refoulé au niveau des usines de conditionnement à Abidjan pour la période du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017. Le préfet de Bétier a pris sur lui d'ouvrir le pont à la circulation pour raccourcir le trajet du transport des produits sur Abidjan. La stratégie, quant à elle, se décline en ceinture impliquant tous les acteurs et les forces de défense et de sécurité des différentes régions. Il y a un premier cordon de sécurité qui est fait par les producteurs à travers les coopératives. Deuxième cordon, ce sont les forces régulières, les forces de défense et de sécurité. Troisième, il y a la douane, qui est pratiquement à la frontière, qui est également un cordon. Maintenant, il y a l'administration, nos agents du Conseil Café Cacao, les agents de l'ANADER, du ministère de l'Agriculture, qui vont nous aider également à être un cordon. Et on leur a dit, vous êtes des civils, si vous avez des informations, vous donnez des informations aux forces de l'ordre pour qu'on puisse les rater. Point culminant des rencontres, les engagements pris par les forces de défense et de sécurité et le corps préfectoral. Au niveau de la douane prendra ses responsabilités. Eux-mêmes ont confirmé qu'ils vont aller directement sur le terrain et fouiller. Bon, au niveau de la gendarmerie, la police et autres, ils sont prêts pour pouvoir aider le gouvernement. Une somme de dispositions qui sont de nature à freiner le mal et favoriser le bon déroulement de la campagne avec respect du prix Borchamp, 700 francs CFA. Les régions du Sud Komoué et de l'Indénié-Guablin, c'est respectivement 44 000 tonnes et 700 000 tonnes pour la campagne 16-17.
On quitte l'agriculture pour la santé. Le deuxième passage des journées nationales de vaccination polio 2017 ont débuté le 27 octobre dernier. Elles prennent fin demain lundi. C'est ce programme élargi de vaccination qui a été l'objet du magazine de ce dimanche 13h sur RTI 1. Nous vous en proposons un petit extrait. La poliomyélite est une maladie infectieuse, une maladie qui se transmet d'homme à homme et qui touche surtout les enfants de 0 à 5 ans. Et vous comprenez bien pourquoi c'est la cible que nous visons dans le cadre de la campagne de vaccination. Et cette maladie se transmet par voie orale. Donc les enfants malades peuvent éliminer dans leur selle le virus qui se retrouve dans l'environnement. Et donc les autres enfants peuvent se contaminer en buvant l'eau qui est contaminée ou lorsque l'hygiène des mains, l'hygiène des aliments n'est pas suffisante. Nous avons été déclarés pays libres de poliomyélite. Mais, comme je l'ai dit, comme des derniers cas existent dans d'autres pays, nous devons toujours mener des activités de vaccination pour renforcer l'immunité des enfants et c'est pour ça qu'on fait les journées de vaccination et aussi renforcer ce qu'on appelle la surveillance épidémiologique. La surveillance épidémiologique, c'est la surveillance de la maladie, c'est-à-dire ouvrir les yeux sur l'ensemble du territoire pour voir s'il n'y a pas vraiment de cas de poliomyélite et aussi faire une surveillance dans l'environnement puisque les germes se retrouvent dans notre environnement, voir s'il n'y a aucun virus sauvage de poliomyélite qui circule dans notre environnement. Nous allons parcourir tout l'ensemble du territoire, passer de ménage en ménage pour vacciner les enfants de 0 à 5 ans. C'est gratuit. Nous demandons seulement aux parents de présenter les enfants, d'accepter que les vaccinateurs puissent donc mettre les 2 gouttes de polio dans la bouche des enfants et les déparasiter avec le comprimé, ainsi que la goutte aussi de vitamine A. Direction couteau pour l'actualité politique. Les responsables du RDR de la Bagoué ont reçu la visite du ministre Bruno Nabagné-Koné, cadre du parti. Ils ont entre autres parlé des résolutions du dernier congrès du Rassemblement des Républicains. Léon Pro. En mettant les dirigeants régionaux du RDR en mission de mobilisation, le ministre Bruno Koné s'est voulu formel. Le chef de l'État mérite l'attachement et le soutien de la Bagoué en raison du développement qu'il a impulsé à notre région et à la Côte d'Ivoire entière. Cet hommage de la Bagoué, surtout pour la confiance sans cesse renouvelée à ses pistes par le président Alassane Ouattara. Dernière référence pour Bruno Koné, la nomination du ministre Kandia Camara comme secrétaire général du RDR. C'est notre action qui va faire que demain, elle sera fière et qu'elle va travailler pour le parti au plan national, comme nous le souhaitons. Nous avons décidé, au niveau des élus et des cadres, d'organiser une cérémonie pour rendre hommage au chef de l'État, pour le remercier lui-même et le Premier ministre le 2 décembre à Bouniali. Ce jour-là, nous souhaitons vraiment que ce soit une mobilisation forte. Donc je compte sur vous pour relayer ce message-là. Pour aborder la vie du parti, Bruno Koné a rassuré sur la bonne santé du RDR et joignant l'acte à la parole, il a dit la détermination du parti à soutenir ses bases. Bonne nouvelle pour les responsables locaux. Ce qui compte pour nous en ce moment précis, c'est que toutes les structures du parti puissent soutenir le président du parti. C'est en cela que nous demandons l'engagement des cadres. Sur l'actualité politique nationale, Bruno Koné a expliqué que les soubresauts au sein du RDR sont propres aux grands partis politiques et d'ajouter qu'ils ne doivent altérer la cohésion interne. Il appelle les militants à se concentrer sur l'essentiel, à savoir préserver au RDR sa place de parti leader à l'échiquier national. Des organisations de femmes travaillent sur l'écriture de l'avant-projet de loi sur la parité homme-femme. Il s'agit d'augmenter les chances des femmes à accéder à la représentation dans les assemblées élues. Ahmed Traoré et Alexis Ouedraogo. Les organisations féminines s'organisent. Elles sont plus que jamais conscientes que la promotion des droits politiques de la femme est une exigence démocratique et un impératif pour une bonne gouvernance.
Cela passe par l'augmentation de leur représentation dans les assemblées élues. C'est d'ailleurs l'essence de la restitution des travaux du comité d'écriture de l'avant-projet sur la parité homme-femme. Nous espérons que toutes les autorités politiques, toutes les autorités, j'allais dire les institutions, les responsables d'institutions, seront à nos côtés parce que la mouture que nous allons présenter est basée sur le consensus. Tout le monde a contribué à ce travail qui vient d'être remis à Madame la ministre. Une démarche appréciée par Mariatou Koné, ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, dès qu'il a pris fonction, il a compris que l'émergence est une femme. Et pour cela, il a fait inscrire la parité dans la Constitution en 2016. La suite, c'est des projets de loi, pour ne pas dire des lois, des décrets d'application, etc. Nous en sommes à l'avant-projet de loi. La ministre entend parcourir les contrées du pays pour promouvoir cet avant-projet loi. Guiglo, zone ouest de la Côte d'Ivoire. Le calme est revenu après le conflit intercommunautaire de septembre dernier. L'Union nationale de la jeunesse ouest de Côte d'Ivoire a lancé un appel au pardon, à l'entente et à la cohésion dans le Guémon et dans le Cavali. Olivier Iriebi et Abou Sanogo. Les jeunesses ouest et baoulées réunies au sein de l'Union nationale de la jeunesse ouest de Côte d'Ivoire. UNAJ-OSCI s'engage à œuvrer pour la stabilité et la paix dans les 8 départements des régions du Cavali et du Guémon. Pour le président de cette union, la paix et la fraternité s'imposent à tous. C'est pourquoi il salue et encourage les initiatives de paix et de cohésion sociale de tous les Ivoiriens en faveur de l'ouest du pays. Paix et amour dans le Cavali, ce message doit être entendu par tous. Nous sommes obligés de vivre ensemble pour que toute la jeunesse consciente aujourd'hui comprend ce développement et non au conflit. Représenté dans les 40 sous-préfectures du Guémon et du Cavali, l'UNAJ-OSCI a entrepris des actions de proximité auprès des populations en conflit pour les inviter à la fraternité. Nous avons fait passer un message. Ce message, je crois qu'il a été entendu parce que lorsque nous arrivions dans le Cavali, ce n'était pas donné. Mais quand nous avons fait passer le message, je crois qu'il y a eu la calmie. Pour nous, jeunesse du Cavali, on a passé par la sensibilisation d'abord des jeunes pour d'abord apaiser l'esprit de la jeunesse du Cavali. Parce que sans l'apaisement de l'esprit, franchement, les choses vont se dégrader et puis compliquer pour le Cavali. Pour rappel, des émissaires du gouvernement, du président Henri Konan Bédié et des députés de l'Assemblée nationale ont déjà effectué plusieurs missions dans la région de l'Ouest en vue de trouver une solution pacifique au conflit né dans la forêt du Guendébé. Depuis quelques mois, des villes portugaises ont signé des accords de jumelage avec des villes ivoiriennes. Un circuit touristique de 2 semaines a été mis sur pied pour permettre aux Ivoiriens de découvrir les villes jumelles. Alexis Ouedraogo. L'excursion au Portugal démarre forcément avec un soupçon de spiritualité. Ici, il y a Fatima, la terre qui célèbre le centenaire des apparitions de la Vierge Marie, l'escale obligée des croyants catholiques. Recueillement, pénitence, intercession. Il y a aussi pas loin, comme gravé dans l'espace et dans le temps, la vie de Francisco, Jacinta et Lucie, ces témoins des apparitions dont les maisons sont aujourd'hui visitées par des milliers de touristes. Mais le Portugal, ce petit pays, il fait en tout un 1/6 de la France, n'offre pas que ce tableau de piété. Il regorge de splendeur inavouée, comme ici, à Miradère, où l'excursion nous pousse aux portes d'une grotte, la plus grande et profonde du pays. 11 500 mètres de profondeur. Mais la zone touristique reste limitée à 600 mètres. 600 mètres dans les profondeurs des entrailles de la Terre, un spectacle mémorable. Retour sur la terre ferme, le temps de se laisser caresser par le doux soleil océanique, savourer le paysage riche de vignobles,
et les constructions herculéennes. Il y a aussi au Portugal cet accueil surprenant et chaleureux, comme ici, lors de la réception de la délégation de Jacquesville, dans sa ville jumelle d'Armarmar. C'est un bonheur pour nous vous recevoir chez nous. Nous sommes des frères. Et avec cette jumelage, monsieur le maire et monsieur le maire de Jacquesville, on est vraiment des frères. Il y a aussi une escale à ne pas manquer pour les disciples de Bacchus. C'est bien le musée du vin de Douro. L'histoire du Porto, le breuvage de la région est contée. Et quand finit l'exposé, place au plaisir de la dégustation. Célébration des 20 ans du groupe Magic System, le Magic Tour a posé ses instruments au Gabon. Comme à leur habitude, les magiciens n'ont pas omis de sensibiliser leurs fans à la lutte contre le réchauffement climatique. Isaïo. La tournée panafricaine du groupe Magic System pour la célébration de ses 20 ans de carrière se poursuit. Après Abidjan et Bamako, les magiciens font une escale à Libreville au Gabon, 15 ans après leur premier passage. Juste le temps d'une concentration, Asalfo, Manaja, Goudé et Tino gratifient leurs nombreux fans d'un spectacle haut en couleur et riche en son. Le public, visiblement heureux, chante en chœur et danse avec ses idoles. Véritable communion. Dans cette ambiance, avec un public fou, ça a été une très belle fête. C'est le groupe qui a traversé le temps un peu avant l'année 2000 jusqu'à maintenant. Et donc c'est un groupe qui est constant. Groupe éco-citoyen, les magiciens font un clin d'œil au réchauffement climatique. Un sujet préoccupant pour la planète. Si nous nous engageons tous, si nous avons des comportements éco-citoyens, il n'y a pas de raison que nous ne luttons pas efficacement contre le réchauffement climatique. Pendant 2 heures, Asalfo, Manaja, Goudé et Tino font de Libreville la capitale du Zougou. L'étape du Gabon terminée, les magiciens prennent rendez-vous avec le méloman de Conakry en Guinée les 18 et 19 novembre prochains. Place au 7 sur 7, l'actualité internationale de la semaine en 7 points. Premier arrêt à Moscou, où un journaliste a été attaqué au couteau dans les locaux de sa radio. Gabriel Zani. Tatiana Felgangouer, 32 ans, a été attaquée au couteau au sein de sa rédaction par un individu le lundi. Blessée au cou, ses jours ne semblent plus en danger. Pour les responsables de la radio, Tatiana est l'une des rares journalistes à critiquer Kremlin. Et ce drame est le résultat de la tension entre les médias russes indépendants et le pouvoir. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, en visite ce mardi en Centrafrique à la faveur de la Journée des Nations Unies. Cette visite intervient alors que le mandat de la MINUSCA doit être renouvelé en novembre prochain. Antonio Guterres demande un renfort de 900 casques bleus, en plus des 10 000 déjà présents en Centrafrique. La mission des Nations Unies est critiquée pour son incapacité à faire cesser les violences dans le pays. Les appels au dialogue se multiplient au Togo. La France a appelé mercredi l'opposition et le gouvernement à un dialogue. Les États-Unis ont aussi exprimé leur inquiétude. La veille, lors des mini-sommets de la CEDEAO à Niamey au Niger, les chefs d'État réunis ont appelé unanimement à la fin des violences qui ont fait au moins 10 morts en 2 mois.
Le vote du scrutin présidentiel au Kenya a été très perturbé le jeudi dans les fiefs de l'opposant Raila Odinga qui avait appelé au boycott des élections. Le président de la commission électorale a reporté le vote au samedi 28 octobre dans 4 comtés de l'ouest du pays. Des violences entre policiers et manifestants ont fait au moins 3 morts et plusieurs blessés. Après que la Catalogne a déclaré son indépendance le vendredi, le Sénat espagnol a voté la mise sous tutelle de la région. Le chef du gouvernement, Mariano Rajoy, a aussitôt annoncé la destitution du président catalan de son gouvernement et la dissolution du Parlement. Mais samedi 28 octobre, Carles Puigdemont, le président catalan, a refusé cette destitution en appelant les séparatistes à s'opposer à la prise de contrôle directe de la Catalogne par Madrid. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les combats ont fait samedi 50 morts parmi les djihadistes et 23 morts parmi les forces du régime et ses alliés. Ces combats ont eu lieu à Deir ez-Zor, ville de l'est de la Syrie. Les forces du régime contrôlent la majorité de Deir ez-Zor, mais environ 8% de la cité reste encore aux mains de l'État islamique. La coalition de 4 partis politiques de gauche a remporté une victoire aux législatives anticipées de samedi en Islande selon les résultats définitifs donnés ce dimanche. Affaibli par les affaires de scandale, le Premier ministre islandais n'a pas pu reprendre la main à ces élections. Et c'est tout pour ce 20h. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée à tous et bonne reprise demain lundi.